les caméras infrarouges et les synchronisées, s'il vous plaît. Je vais avoir la piste de Meiki, pas mixée, quoi. Il faut quand même poser les termes, c'est pour qu'on comprenne bien. Il faut commencer par 1962. 1962, les accords d'Évian. 3 mois plus tard, l'Algérie est indépendante, nous nous sommes battus pour ça. Et nous sommes arrêtés. Nous sommes une vingtaine à être arrêtés, le groupe que nous formions, qui pratiquions l'action directe, l'expropriation et la redistribution de la marchandise, entre autres pour nos activités aux côtés du FLN. Donc, à la suite de cette arrestation, il y a eu des séances de torture. J'ai subi la torture, non pas ce qu'on appelle des interrogatoires poussés, j'entends la torture avec l'électricité, avec suspendu par les pieds tout nu, tu sais, avec une règle dans l'anus, avec tout ce qui a trait à la torture et non pas un interrogatoire de flic, c'est-à-dire c'est un plus. Donc la lutte continue, je me bats contre l'appareil en prison, comme je me suis battu à l'extérieur contre l'appareil également. J'avais 20 ans, donc pleine structure de l'identité, je me bats contre l'appareil. Séjour au cachot, etc., etc. Et condamné, sanctionné, nos actions, en ce qui me concerne, sanctionné par 20 ans de réclusion criminelle. 20 ans de réclusion. Et après 4 ans de détention préventive. Et dirigé sur la maison centrale de Clairvaux, une centrale de haute sécurité. À la prison de Clairvaux, très 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 gardée, où nous étions enfermés le soir dans des cages. Ce que je fais dans cette cage, eh bien, je fais du sport. Le sport était interdit. Chaque fois que j'étais pris, et j'étais pris souvent parce que le gardien il passait devant la cage, il me voulait faire du sport. Et entre autres choses, je continuais ce que j'avais commencé lorsque j'étais en maison d'arrêt, à savoir des études, pour revendiquer le droit au savoir, le droit à la connaissance. L'étude, la connaissance, le savoir était interdit. Voilà. Et c'était positif ou c'est quelque chose que vous subissiez? Oui, en ce sens, oui, c'était positif. C'était positif, c'est-à-dire il n'y a jamais eu de collaboration, il n'y a jamais eu de soumission à l'appareil. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai effectué 25 ans de prison intégralement. Je refusais les remises de peine, par exemple. Vous refusiez vos remises de peine? Oui, pour ne pas être phagocyté par l'appareil. Une manière de rien devoir en fait? Non, au-delà. C'était d'une importance considérable. Tiens, pour l'anecdote, dans une des prisons où j'ai eu à séjourner, la première année, nous étions 8 à refuser les remises de peine. La deuxième année, nous étions 28. Lorsque l'individu n'a plus peur, il fait inévitable. Alors ça paraît un petit peu comment dire, extrémiste comme rapport. Mais enfin, lorsque l'individu n'a plus peur, il fait peur, inévitablement. Lorsque tu n'as plus peur du cachot, par exemple, mis dans ce contexte de la prison, tu n'as plus peur de la sanction. Parce que tu n'as plus peur de la sanction. C'est considérable ce que tu peux faire. Voilà, donc faire de son corps une arme, ça veut dire non pas jouer à coucou fais-moi peur et à effrayer en se tapant sur la poitrine. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est que l'autre, l'adversaire, arrive à considérer que contre lui tu peux tout et lui ne peut rien. Tu comprends? Il ne peut rien. Alors là, 10, 20, 100 gardiens, il ne t'effraie pas. Ça ne t'effraie pas. Tu arrives à un stade, non pas d'illuminé, non pas de jobard, tu vois, inscrit dans une démarche, comme je disais tout à l'heure, sacrificielle, c'est à fond, c'est dans ça. C'est pas ça du tout, non. Mais arriver à se débarrasser de ses peurs, c'est quelque chose de considérable, ce que tu peux faire. Et là, j'en viens à cet événement de mai 1970. Je m'étais fait rentrer des armes par des camarades à l'extérieur.
nous devions nous saisir des autorités de la prison et puis nous enfuir, demander une voiture, puis nous enfuir. Voilà. Bon. Quel genre? Des armes de... Des armes de poing, des explosifs. Voilà. Et puis ils les ont trouvés parce que celui qui devait les rentrer, là où elles étaient envoyées, a eu peur des conséquences et il a demandé à être isolé, il a bouchardé le fait qu'à tel endroit il y avait des armes. Voilà. On peut penser que ça peut être n'importe quoi, mais après c'était faire la démonstration du ridicule de l'administration d'une part, et la démonstration à savoir qu'un type ou plusieurs types peuvent faire lorsque apparemment coincé, tu sais, comme un rat dans un coin de mur, là tu vois, car même sauter, car même revendiquer, car même exister dans des espaces où l'existence est totalement niée, sur le plan humain et sur le plan social. Hein. C'est l'éradication de la dimension humaine, la prison, voilà. Donc cette évasion, où on me branche, consistait à nous évader par les égouts. Et mes camarades avaient le plan de ces égouts. Donc sous les murs d'enceinte, il y avait un passage de, je sais pas moi, 40 cm sur 20 cm, c'est tout. Hein. Il fallait passer là-dessus. Dans la merde, ouais. Voilà. Donc passe là-dessous, tu vois. Ça c'est pour dire, ça n'a pas été une promenade de santé. Tu vois. Déjà, la tension, tu sais, d'autant que nous avions déjà été dénoncés. Sur 400 détenus, dans l'aile de bâtiment où je me trouvais, sur 400 détenus, il y en a un qui a appelé les gardiens. Donc nous, nous sommes passés sous les murs et on arrive au bout du tunnel, devant donc cette grille, hein, avec un barreau, des gros barreaux comme ça, très très anciennes. Mais on ne s'en préoccupe pas. Nous, notre plan, c'était de percer la voûte du tunnel. Et derrière cette grille, à 1 mètre environ, il y avait ce qu'on appelait le blocos, c'est-à-dire ce mur d'1 mètre d'épaisseur, de béton. Bon, pendant que nous creusions, ça a duré un bon moment, parce que bon, comme outil, nous avions une barre-mine qui avait volé dans un atelier, et puis marteau, burin, mais enfin on ne pouvait pas trop taper quand même. Donc c'était surtout des outils de levage de pression. Hein. Et on creuse, et on creuse, on creuse, et on ne voit toujours pas le jour. Quoi, hein. Alors ça fait, dès qu'on a enlevé la clé de voûte, bon, les pierres sont écroulées sur une surface, je sais pas moi, de 1 mètre carré 50 environ. Et on a commencé à creuser la terre, bon, puis nous tomber sur la gueule, puis on se relayait, nous étions 6. Et à un moment donné, on entend des cataractes d'eau. Et on voit l'eau qui monte, qui monte, qui monte. Et il y a un de mes amis, là, qui dit ils ont ouvert les vannes. Ils ne savaient pas où nous étions, mais les gardiens, dès qu'il y avait une tentative d'évasion, ils ouvraient les vannes d'eau. Et ils fermaient les écluses. De manière à vous noyer. À nous noyer. Alors on cavale pour repousser le chemin parce qu'on sait que s'ils ouvrent les vannes, on aurait noyé, on n'était pas encore à l'extérieur. Hein. On n'avait pas réussi, là j'ai un peu abrégé le suspense, parce qu'on y est arrivé à percer quand même. Hein. Mais au moment où l'eau commence à monter, c'est toujours un trou noir, c'est toujours la terre hein, qu'on creuse. Hein. On ne sait pas ce qu'il y a au-dessus. Par contre, on entend des gardiens qui sont à l'extérieur. On les entend à travers le mur de béton, le nid d'abeilles, comme je vous disais tout à l'heure. Ils sont là, ils sont là. Bon, il y a un de mes amis qui dit fermez l'eau, parce que l'eau, on avait commencé à avoir de l'eau aux genoux, et puis ça continue de monter, on avait de l'eau jusqu'aux épaules. Et donc, à ce moment-là, alors imaginez ce tunnel qui date de Saint-Bernard, donc du XIIe siècle, non, XIIIe. Et cette terre qui tombe et l'eau qui monte, qui monte. Bon. Des cataractes d'eau, parce que lorsqu'on a essayé de repousser le chemin, bien évidemment, les écluses sont fermées, bouchent le tunnel, et il y a d'énormes cataractes, il y a des branches du tunnel qui partent un peu dans tous les sens. Hein. Et donc, on cavale d'un bord, on cavale de l'autre, fermé, avec une cataracte d'eau de, je sais pas moi, 2-3 mètres. Vous savez, en gros, les chutes du Niagara, quoi. Puis
puis ça résonnait là-dedans. On cavale, on va à l'autre tunnel, pareil, c'est fermé de partout, quoi. Sauf l'eau qui arrive et qui commence à monter, quoi. À ce moment-là, on retourne donc au trou, je leur dis, il faut se dépêcher de creuser, on va y arriver, on va y arriver. On n'avait que cette alternative. Les gardiens attendaient. Ils attendaient qu'on se noyait. Et puis à un moment donné, bon, c'est moi d'ailleurs, j'ai la barre à mine, enfin une grosse barre de fer en l'occurrence. Bam, je tape un grand coup et badaboum, là, toute la terre me tombe sur la tête. Et là, je vois la constellation, c'est-à-dire le ciel étoilé de l'été. Pas tout à fait l'été, c'était le mois de mai. Mais enfin, il faisait très clair, il y a toutes les étoiles, et avec les étoiles, il y avait ces autres étoiles, à savoir les gardiens et les gendarmes. Qui vous attendait? Qui nous attendaient là. Ils étaient là, ils nous attendaient. Il dit, bon, vous êtes pris, bon, mais ça va. Moi, je dis à mon pote, étant donné que nous étions presque dehors, j'ai dit, écoute, je vais sortir le premier, sors le deuxième, puis on essaye de foncer dans le tas. Ça n'a pas été possible. Les gardiens disent, bon, vous savez ce qui vous attend, ça va, on sait, ouais. Bon, vous vous déshabillez, donc on se met tout nu. Hein, Dehors, tout ça. dans l'égout encore. Dans l'égout. Vous déshabillez et ils nous mettent les chaînes. Donc j'ai les chaînes aux pieds, les chaînes aux mains. Et j'envoie les mains pour grimper au barreau. Et là, il y a plusieurs mains qui s'attendent, qui me prennent l'échelle, qui m'éjectent comme un bouchon de champagne là, de la bouche d'égout. Et c'est les coups. Bon, des coups à coups de manche de pioche, à coups de câbles, des gros câbles électriques comme ça, là, où il y avait un atelier qui brûlait le caoutchouc, qui récupérait le métal. Et la plupart des gardiens étaient armés de ces morceaux de câbles de 1 mètre environ, là, des câbles de ligne de défension. D'autres avaient des fusils à coups de crosse de fusil. Et là, ils m'ont passé au milieu de cette haie. Et des coups, et jeté au bout de la haie. Et 4 côtes cassées, lésions rénales, etc. Et puis les 5 autres camarades pareils, ils nous ont chargés dans un fourgon, toujours sous les coups. Les gendarmes sont mis au milieu, parce que les gardiens voulaient nous tuer. Ils nous ont rentrés dans la prison. Et dans la prison, ils nous ont débarqué là, en tas, tout nus, tout couvert de sang, devant 600 détenus. Tout le monde était aux fenêtres, hurlait aux fenêtres. Imaginez ce qu'ils hurlaient. Ils nous ont menés au poste central, ils nous ont encore bien matraqués. Puis ils se sont mis en ligne du poste central jusqu'au cachot, environ 100-200 mètres. Les gardiens, sous les sunlights, la prison éclairée à jour, des gros projecteurs comme ça, et 6 mecs qui défilaient. Et voilà, sous les coups. Arrivé au cachot, ça a continué. Et là, j'ai passé 48 heures au cachot avant qu'on me remette des vêtements, tout nu, avec les chaînes, aux pieds, aux mains, couverts de coups. Je suis comme un camarade. Et je me suis dit à ce moment-là, eh bien, la lutte continue. Moi qui est normalement un type à essayer de dessiner des choses belles, tout ça, là c'est un truc, c'est pas du tout une scène, quelque chose à esthétiser, quoi. C'est pas déjà de rencontrer l'individu qui avait vécu genre ces choses-là, c'est assez ça fait remuer un peu, quoi, genre il faut être assez pas pudique, mais c'est pas, il faut trouver un moyen que lui il puisse quelque part s'y reconnaître. Comment essayer de relater un truc incroyablement hors de ce monde qui s'est arrivé à quelqu'un, genre je trouve ça un truc assez hallucinant, quoi. Il y a le truc de torture, comme il disait dans le même passage, genre ouais, c'est pas quoi, c'est des frères, des pères de famille,
tout ça, quoi, genre des fils, des trucs comme ça. Genre, donc c'est assez hallucinant que des hommes peuvent aussi être ça, quoi. Donc, Je connais Motu depuis quelques années, mais je connaissais pas Charlie, j'avais pas lu son bouquin de toutes les manières. Donc j'ai découvert un personnage genre, d'une profondeur assez rare que moi je connaissais pas, et avec un combat avec lequel moi je suis pas hyper familier. Dans ce que moi j'ai essayé plutôt d'amener musicalement, il y avait quelque chose d'important dans l'idée que ça pouvait être lancinant, répétitif, et que ça pouvait cogner, quoi. Comme j'imagine, moi, dans mon imaginaire, peut être les années de prison, de cachot, les coups. Ce que Maud a réussi aussi à exprimer. S'il devait y avoir une musique qui accompagne le mieux ce combat et cette vie, quoi, c'est le blues pour moi, parce que il y a une espèce de fatalité, si tu veux. Et d'ailleurs, Charlie dit que la révolution elle est permanente et qu'elle s'arrête jamais, quoi. C'est pareil pour le blues, en fait, sur une ligne de 3 accords ou même de 2 accords que je jouais pendant 2 heures, et il y a une espèce de profondeur dans cette simplicité et dans ce déterminisme, quoi, qui me rappelait son combat. Donc, Superbe, bien qu'il a évoqué un sujet très douloureux, mais enfin, c'est une part d'histoire, tout est là, dans ce graphisme, tout est là. J'espère que ça restera le temps que ça restera, dans tous les cas. Le mérite est de l'avoir réalisé, et merci à la réalisation de tous et de chacun. Je suis presque tenté de dire merci d'être ce que vous faites. Voilà. Quant à ça, bon ben, ça c'est encore une fois, tout est là.